De retour dans l'Africa Newsroom, Jessica Agassem, journaliste sportive, athlète de haut niveau, est toujours avec nous, ainsi que Malik Hacher. Et puis Jemal Taleb a repris sa place. Et puis nous allons évoquer peut-être la visite du président nigérian Muhammadu Buhari à Paris, capitale française. Il est arrivé aujourd'hui à l'Elysée. Nous allons peut-être avoir les images dans quelques instants qui vont défiler juste derrière moi. Les voici. Il est arrivé à l'Elysée juste après le président d'ailleurs gabonais Ali Bongo. Jemal, peut-être un mot sur cette rencontre du président nigérian avec le président français? C'est la star du moment, c'est la star africaine, c'est vraiment l'année du Nigeria. C'est le pays qui a la plus forte croissance économique, c'est le pays qui a le plus fort taux de développement, c'est aussi le pays qui a Boko Haram au passage, mais enfin c'est pas tellement ça la chose la plus importante. Et puis c'est le pays qui vient d'élire triomphalement un nouveau président dans des circonstances acceptées par tout le monde et totalement démocratiques. C'est vraiment le retour et l'année du Nigeria. Et donc il n'est pas étonnant que le président de la République française court derrière la star du moment. Certains d'ailleurs considèrent que les Français ont sacrifié leurs alliés traditionnels à la présidence de la Banque africaine de développement pour soutenir les Nigériens à dessein. Parce qu'encore une fois, le Nigeria est un pays peuplé, riche, une croissance à 2 chiffres, un potentiel économique fondamentalement important, et donc tout le monde fait la cour désormais au Nigeria. C'est d'ailleurs assez curieux, ce pays, il y a 20-30 ans, n'intéressait pas grand monde. On s'en détournait, on ne considérait pas du tout que la croissance intérieure allait être poussée par la consommation et qu'il allait être le dragon économique qu'il est aujourd'hui. Il pousse l'Afrique de l'Ouest et il lui manquait un système politique stable, un président de poigne, une volonté réelle de lutter contre Boko Haram. Je crois qu'avec le président Buhari, c'est retrouvé et donc il est normal que la vedette soit reçue là où il faut. Malik, peut-être un mot sur cette visite qui aura quand même au cœur des échanges la lutte contre Boko Haram. Bien sûr, la lutte contre Boko Haram. Le Nigeria est revenu en première ligne, lui qui était en retrait sous la présidence de Goodluck Jonathan. Donc il faut saluer aussi le début de présidence, en tout cas de Muhammadu Buhari, qui a pris à corps ce problème-là et qui tente aussi d'éradiquer la corruption, peut-être avec une sévérité certaine, mais une sévérité nécessaire. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait cette rencontre et qui permettra, j'espère, un renforcement des liens entre la France et le Nigeria. Et nous reviendrons bien évidemment demain sur cette visite de travail du président nigérian à Paris. Et la diversification de l'économie est une priorité pour les autorités congolaises. Le pétrole représente aujourd'hui plus de 80% des recettes de l'État. Difficile avec cette configuration de prétendre à l'émergence. C'est pourquoi les autorités ont entrepris de réduire cette dépendance. On fait le point avec ce sujet de Deo Gracias Kpodo. 64%, c'est la part du pétrole dans la formation du PIB de la République du Congo. Une situation que les autorités veulent inverser afin de réduire la dépendance du pays à la rente pétrolière. L'approche privilégiée pour réussir ce virage économique est celui du développement de l'industrie. Aujourd'hui, plusieurs leviers sont activés pour faire de l'industrialisation de la République du Congo une réalité dans les prochaines années. Le premier outil, c'est la création de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous avons mis en place un cadre de concertation entre le privé et les pouvoirs publics, qu'on appelle le Haut Conseil du dialogue public-privé. À côté de ça, nous avons amélioré le climat des affaires. Et nous nous sommes donné également des instruments, une loi qui réglemente désormais l'activité industrielle dans notre pays, un autre instrument qui est l'instrument de la normalisation, donc qui va gérer la qualité. L'autre axe de la diversification économique est l'agriculture. Avec 10 millions d'hectares de terres arables, la République du Congo n'en exploite que 2%. C'est pourquoi le gouvernement encourage aujourd'hui le développement de projets agro-industriels. L'objectif est d'assurer la souveraineté alimentaire et de faire du Congo une puissance agricole à la mesure de son potentiel. Nous avons également mis en place des mesures d'incitation pour essayer de développer l'agriculture. Nous avons créé un fonds de soutien à l'agriculture, le FSA, la mécanisation agricole. Moyennant quoi, nous avons créé des unités agricoles en amont qui sont de nature aujourd'hui à permettre en aval la création des unités agro-industrielles. Je crois que les Congolais sont surpris aujourd'hui que désormais nous allons exporter de la margarine très bientôt, d'ici l'année prochaine.
que nous allons exporter l'huile de palme, sinon l'huile végétale. L'industrialisation est l'un des piliers du programme de gouvernement du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le secteur secondaire ne représente aujourd'hui que 7% du PIB national. Porter ce ratio à 20% dans les 5 prochaines années, telle est l'ambition des autorités de la République du Congo. Malik, le Congo est loin d'être le seul pays rentier à être confronté à ce manque de diversification économique, notamment en ce moment avec la chute libre du cours du baril. Oui, ils sont nombreux, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola. Oui, effectivement, une économie basée sur le pétrole n'est pas une économie durable. Et ces pays pétroliers en font les frais actuellement avec la baisse drastique des cours du pétrole. Donc effectivement, la diversification est une priorité pour le Congo, mais le Congo peut y arriver. Et moi, je suis positif pour le Congo qui a quand même initié des travaux importants d'infrastructure pour justement diversifier son économie. La diversification, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça met du temps à se concrétiser. Donc il y a quand même cette volonté politique, notamment dans le secteur agricole, de développer justement ce secteur qui a un fort potentiel, comme l'a souligné ce reportage, au Congo. Donc bien sûr, ça met du temps, les résultats n'arrivent pas tout de suite. J'espère que ça arrivera. Je pense que le processus de municipalisation qui a été mis en place par les autorités du Congo va porter ses fruits parce qu'il y a eu vraiment un boom quand même sur le plan des infrastructures avec des cimenteries qui tournent à plein régime et qui pourraient d'ailleurs même exporter du ciment à l'étranger et ça serait une valeur ajoutée pour le Congo vraiment. Gémal, industrie et agriculture, ce sont les deux secteurs, les leviers que le Congo compte actionner pour diversifier son économie. Une bonne stratégie selon vous? Une bonne stratégie, sans doute suffisante, je ne pense pas. C'est un pays riche, le Congo. C'est un pays riche parce qu'il a une forêt qui, à elle seule, peut constituer une richesse fondamentale. Je ne parle pas des hydrocarbures, l'agriculture, les mines. C'est un très grand pays minier, et ça on l'oublie encore. Et donc, les possibilités pour diversifier l'économie du Congo ne manquent pas. Toutefois, il y a encore de vrais problèmes. Le marché intérieur est très faible, la consommation intérieure est insuffisante, le climat des affaires n'est pas bien développé, la législation n'est pas très adaptée et l'outil judiciaire est à rénover. Je pense, moi, que pour accompagner un changement de choix économique, il faut aussi l'accompagner d'un certain nombre de mesures fondamentales. Ce que je dis là n'est pas seulement valable pour le Congo, c'est valable pour tous les autres. Et donc, tant que nous n'aurons pas mis en place ce qu'on appelle le climat des affaires. En général, les affaires, elles, ne marcheront pas. Après, nous serons des pays rentiers. Au lieu de la rente du pétrole, ce sera la rente de la forêt. Au lieu de la rente de la forêt, ce sera la rente des mines. Nous ne serons pas capables de créer des projets générateurs de richesse, d'emplois et donc de consommation intérieure. Et ce sont des choses dont on a besoin. Le Congo en a la capacité, le personnel politique du Congo en a les moyens, le président Sassou, qui est un grand dirigeant africain, en a la possibilité. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Justement, Malik, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de volonté politique, on y revient? Je pense que la volonté politique est toute récente. On parle de ces projets-là, il n'y a que quelques années qu'on aborde ces sujets-là, justement, de diversification économique. Mais ce sujet concerne l'ensemble des pays africains, effectivement. Et j'espère que cette tombée des prix du pétrole va faire prendre conscience. C'est un mal pour un bien, là? C'est un mal pour un bien, je l'espère, si les pays en tirent une leçon. Malheureusement, ils ne l'ont pas souvent fait. Pas encore, malheureusement. J'espère que ce sera le cas. On est dans l'incantation pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore de résultats. Il faut voir la suite. Et la Côte d'Ivoire a transmis dans le cadre de la COP 21, la conférence sur le climat qui se tiendra très prochainement à Paris, sa contribution à l'atténuation des changements climatiques. Elle s'est engagée à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. Cette réduction pourrait être portée à 36% en cas d'obtention d'un appui extérieur. Explication avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. La Côte d'Ivoire vient de transmettre sa contribution à l'atténuation des changements climatiques en prélude à la conférence sur le climat. D'ici 2030, le pays veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% et de 36% en cas de soutien de l'extérieur. Les leviers sur lesquels la Côte d'Ivoire pourrait jouer pour atteindre cet objectif sont nombreux. Il y a l'industrie, il y a l'agriculture, on peut citer l'énergie, limiter les transports polluants par exemple. C'est un certain nombre de leviers et de pistes comme ça. Pour l'atteinte de ces objectifs de réduction des émissions de CO2, la Côte d'Ivoire compte sur le mix énergétique
Ainsi, la part de l'hydroélectricité est fixée à 26% et celle des énergies renouvelables à 16%. Selon les observateurs, c'est un levier qui agit sur l'atténuation des changements climatiques. Le mix énergétique est un élément principal qui peut contribuer à l'atténuation du changement climatique. Dans tous les cas, c'est profitable au développement et c'est profitable à la lutte contre le changement climatique également. Donc tout va dépendre des moyens qui seront mis en place, mais cela va se faire sur le moyen long terme en tout cas. En plus du mix énergétique, la Côte d'Ivoire compte s'appuyer sur la protection de ses forêts et l'amélioration de la gestion des déchets. L'intensification et la mécanisation de l'agriculture et de l'élevage permettront également au pays de respecter cet engagement. Malik, déjà, qu'avez-vous pensé de la contribution annoncée par la Côte d'Ivoire réduire d'ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 28%? C'est une bonne chose, d'autant plus que le dérèglement climatique concerne davantage les pays les moins riches et donc de nombreux pays africains. Ce sont les premiers à souffrir justement notamment de la baisse des précipitations, de la sécheresse qui a des conséquences dramatiques sur certaines économies. Mais je serais un peu digressif peut-être sur un point. J'ai l'impression qu'on demande aux pays africains de se développer d'une façon, je dirais, propre. C'est très bien de se développer de cette façon sans impacter négativement l'environnement, mais des pays développés, industrialisés, n'ont pas fait ce parcours-là avant, surtout la Chine, surtout les États-Unis. Donc je pense qu'il y a autour de ce sujet une hypocrisie certaine, n'ayons pas peur des mots, à propos justement de ce développement et de cette protection environnementale. On impose aux pays africains ce qu'on n'a pas imposé aux pays développés auparavant. Donc ça me chagrine un peu de voir qu'on impose des règles qu'on ne s'est pas imposées avant. Oui, c'est vrai que ça a l'air très compliqué de se développer de façon rapide sans polluer. On l'a vu avec les pays émergents comme la Chine, le Brésil ou encore même les États-Unis, des pays qui ont énormément pollué pour se développer. Comme le disait Malik, aujourd'hui on demande à l'Afrique de se développer mais de ne pas polluer. Alors mes connaissances en matière de pollution malheureusement sont assez limitées et donc je vais essayer de prendre le problème d'une autre façon. Je ne suis pas convaincu que l'humanité soit menacée par la pollution de la Côte d'Ivoire et je ne suis pas persuadé que les 36% de diminution de CO2 par la Côte d'Ivoire vont améliorer sensiblement le niveau du climat de la planète. Cela dit, il faut le faire, pourquoi pas. Et je suis d'accord avec Malik. La question est de savoir, est-ce que cela a une conséquence réelle? C'est la croissance de la Côte d'Ivoire. Et donc, quel est le modèle économique choisi pour se développer? Vous avez raison. L'humanité a choisi ces 2-3 derniers siècles, notamment le siècle dernier qui a été le plus fort et le plus important en matière de développement, un choix clair. Un choix, c'est celui du charbon. C'est même pas le Brésil et les autres, c'est les Européens qui l'ont fait. Et donc le modèle, parce qu'on avait une usine du monde, c'était l'Angleterre, c'était Londres, l'usine mondiale. Et l'usine mondiale, c'est celle qui polluait le plus. Les industries du charbon d'Écosse ont probablement plus pollué que tout le reste de l'humanité à venir probablement. Et donc, la question est de savoir, est-ce que nous sommes capables demain d'inventer un autre modèle de développement? Les Occidentaux, incontestablement. Pourquoi? Parce que il faut refaire tout ce qui a été fait. Il faut le faire autrement. Quand vous n'avez rien qui a été fait jusqu'ici, vous avez besoin de le faire. Est-ce que nous sommes capables d'inventer un modèle où on n'est pas obligé de passer par le modèle occidental pour arriver à autre chose? Je l'espère. J'en doute personnellement. Et donc l'idée de leur dire, ce modèle-là qui nous a permis, nous, d'être bien, d'être riches, d'être développés, d'être soignés et bien heureux, ne l'empruntez pas. C'est une question assez curieuse, à mon avis, de prendre le problème. Malik, justement, la RDC a demandé une compensation d'un peu plus de 21 milliards, il me semble, de dollars auprès des pays pollueurs, justement. Qu'avez-vous pensé de cette compensation qui a été demandée par la RDC? C'est une manière de poser le problème, justement, par rapport à ce développement, à cette façon de se développer, qui a été une façon, je dirais, qui a été une mauvaise façon de se développer de la part des pays industrialisés. Donc, une compensation de 21 milliards de dollars, je ne pense pas que ça va être une compensation qui va être... L'appel ne va pas trouver, je pense, une réponse de la part des pays développés, notamment. Donc, je suis plutôt sceptique face à cette volonté de la RDC d'avoir cette compensation, de récupérer cette compensation. Je n'y crois pas beaucoup. J'ai mal? Je ne sais pas. L'humanité est reposée sur 3 grands bassins. Et le bassin du Congo, de la forêt du Congo, est probablement l'un des mieux protégés, des mieux préservés et celui qui a le moins souffert. La forêt amazonienne, elle, a souffert sensiblement. Le Mekong, Bornéo-Mekong, souffre sérieusement. Et donc la seule forêt protégée, c'est celle qui se trouve donc en Afrique, le bassin du Congo.
Rio et le RDD+, donc, qui sont les mécanismes onusiens de protection de l'environnement et de la forêt notamment, préservent, ou en tout cas donnent des crédits à ce qui est dégradé, pas à ce qui est préservé. Et donc d'où l'injustice que subissent les Africains. C'est qu'en gros, on dit aux habitants de la forêt amazonienne, puisque votre forêt a souffert, nous allons vous donner des crédits pour qu'elle ne souffre pas davantage. Mais vous, les Congolais, vous, les Gabonais, vous, les Camerounais, vous, autres Africains qui avez une forêt bien préservée, on ne peut rien vous donner, vous n'en avez pas besoin. Sauf qu'en la préservant, ils touchent, ils entament sérieusement la vie de beaucoup de populations qui en vivent. Et donc, il est normal que les Congolais posent sérieusement ce problème. Mais pas que les Congolais, parce que le bassin du Congo est plus large qu'un seul pays. Et donc, il faut que tous ces pays-là unis posent ce problème. Mais les mécanismes après peuvent être larges. Un fonds vert, un mécanisme de taxation du carbone, des mécanismes internationaux de protection des forêts. Et donc, je pense là qu'il y a un schéma qui doit être posé sérieusement, mais collectivement, encore une fois, pour qu'on dise, puisqu'en préservant votre forêt, ça vous coûte, mais nous allons aussi, dans la même logique de ce qui est fait dans les autres pays, vous préserver. Et pour vous préserver, nous allons mettre en place des crédits verts pour que votre forêt, qui est déjà assez bien protégée, le soit davantage. Et pour que vos populations qui, elles, souffrent d'une situation injuste, ou souffrent moins de celle-là. Et donc, je pense là, encore une fois, qu'il y a des pistes à creuser, mais collectivement de la part de ces pays-là et pas individuellement. Merci, Jemal, d'avoir été avec nous. Merci, Amira. C'est un plaisir. Merci à vous également, Malik. Merci, Malik. Un plaisir de vous avoir retrouvé. Vous m'avez appelé Malik. Ah, ben vous savez, c'est peut-être la fatigue qui fait ça. Merci, Amira. La fatigue alors que c'est la première. Voilà, exactement. Jessica, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes athlète de haut niveau, lancé de marteau. Et d'ailleurs, vous vous préparez pour les JO de Rio en 2016. Exactement. Une préparation lourde, dure et intense, mais ça vaut le coup de le faire. Ben, on vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne chance. C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle édition consacrée toujours à l'athlétisme sur le continent africain. À très vite.